BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, elles nous viennent du Japon, du Portugal, d'Allemagne. 3 regards extérieurs sur une actualité internationale en pleine ébullition, que ce soit en Iran. La diplomatie a-t-elle encore une chance ou Trump appuiera-t-il sur le bouton? Le monde entier retient son souffle. Pendant ce temps, l'Europe se cherche entre réflexes protectionnistes et signatures d'accords commerciaux, notamment avec l'Inde ou la Chine. On verra comment l'Europe peut continuer à faire du business face à Trump. For sure, a lancé Emmanuel Macron depuis Davos avec ses lunettes. C'est devenu un slogan hyper viral dans le monde entier. On verra avec nos experts sans frontières comment elle voit ce coup de com' politique ou pas d'ailleurs. Les experts sans frontières, c'est parti. BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Ravi de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Je vous rappelle le concept, chaque semaine autour de moi, ils sont tous, elles sont toutes étrangers ou double nationalité. C'est vraiment leur regard extérieur, leur culture avec ce regard extérieur sur notre actualité qui nous intéresse, qui nous fait du bien pour sortir de notre bulle, de notre prisme franco-français qui est peut-être un peu trop présent d'ailleurs. Ce soir autour de moi, je suis ravi d'avoir Madoka Kitamatsu. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes chef du bureau du Nikkei à Paris et Genève. Le Nikkei, je vous rappelle, grand quotidien économique japonais, l'un des journaux financiers les plus lus au monde. Frédéric Hoffmann, bienvenue. Vous êtes correspondante en France du Handelsblatt. Et puis Anna Navarro, bonsoir. Bonsoir. Correspondante de la presse portugaise en France. On le disait juste avant que ça commence, l'actualité internationale s'accélère, elle est en pleine ébullition. Là, cette semaine, on voit qu'il y a toute l'armada de Donald Trump qui arrive, qui se place juste à côté du détroit d'Ormuz. Écoutez justement Donald Trump, c'était mercredi. Et d'ailleurs, il y a une autre magnifique armada qui navigue actuellement vers l'Iran. Donc on verra bien. J'espère qu'ils passeront un accord. Ouais, j'espère qu'ils passeront un accord. Ils auraient dû conclure un accord dès le début. Anna Navarro, au moment où on se parle, donc il y a vraiment la flotte américaine qui est au large de l'Iran. On ne sait pas si Donald Trump appuiera sur le bouton. On ne sait pas si la diplomatie a encore une place. Une question peut-être pour commencer très simple, mais qu'est-ce que Donald Trump vient faire en Iran, j'allais dire loin de son hémisphère dont il a fait une priorité aujourd'hui? Il ne nous l'a pas expliqué, mais il y a plusieurs explications qui sont avancées. L'une, c'est déjà Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui le pousse à cette confrontation avec l'Iran, à le souhait d'une certaine classe dirigeante israélienne de droite et d'élargir la sphère d'influence d'Israël au Moyen-Orient et même d'en faire d'Israël de la première puissance régionale. Et donc il est bien poussé de ce côté-là. Et Netanyahou a vraiment l'oreille de Donald Trump et beaucoup d'autres politiciens à Washington. La deuxième explication, elle est peut-être plutôt géopolitique. Il y a eu le Venezuela d'abord, maintenant l'Iran. Il semblerait que l'agenda politique de Washington en ce moment soit de couper la Chine de ses sources énergétiques. Le Venezuela est un très important fournisseur de pétrole à la Chine. L'Iran est son premier fournisseur, avec ensuite l'Arabie Saoudite, qui est dans le voisinage de l'Iran. Et donc, il semblerait que dans la perspective plus tard d'une confrontation avec la Chine, et qui n'a pas été commencée par Trump, cette vision, ça a été commencé du temps de Barack Obama, eh bien, qu'on soit dans une perspective de siéger, de faire un siège autour de la Chine pour la couper de ses ressources. Donc ça peut être des explications, mais attendons, avec tout ce qui se passe à Washington et tout ce que nous ne pouvons jamais savoir des courants et contre-courants, d'intérêts privés, d'intérêts géopolitiques, d'intérêts militaires dans la capitale américaine, il peut y avoir beaucoup d'autres explications, mais ces deux-là sont importantes. Madoka Kitamatsu, je rappelle, vous êtes chef du bureau du Nikkei à Paris et au Genève. Genève, pareil, comment est-ce qu'au Nikkei, on essaie d'anticiper ou de jauger cette situation explosive en Iran qui peut avoir un impact régional avec une résonance très importante pour les investisseurs du monde entier? Oui, donc
comment je vois ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui rappelle au marché le risque géopolitique. Parce que je pense que vous avez tous remarqué que en 2022, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, le marché a réagi très très violemment à chaque étape. Et maintenant, on est tous un peu habitués. On voit qu'il y a moins de panique, le marché est très optimiste du point de vue macroéconomique et puis aussi pour le profit des entreprises de cette année. Mais c'est à ce moment-là, quand il y a quelque chose qui se passe en Venezuela, en Iran, quand il y a un risque qu'on peut quantifier au niveau de profit, au niveau de prix de pétrole, on sent qu'il y a vraiment quand même un risque géopolitique qui est toujours là. Et en même temps, je reviens à ma première question sur les... Alors, là, c'est sûr qu'on a un peu une boule de cristal, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête de Donald Trump, mais en même temps, quand je dis qu'est-ce qu'il vient faire en Iran, c'est qu'on voit bien que, par exemple, quand il protège en ce moment, quand il essaye de protéger ou de se nommer shérif de l'hémisphère occidental, entre le pétrole de l'Amérique du Nord, le pétrole de l'Amérique du Sud, quelque part, il s'affranchit peut-être pas totalement, mais il s'affranchit beaucoup de ses besoins auprès de tous ces pays de l'OPEP qu'il y a autour de l'Iran. Donc effectivement, il y a cette explication peut-être, c'est d'isoler la Chine, de couper les vivres énergétiques à la Chine. Oui. Aussi, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, je pense qu'il y a aussi le but aussi, c'est un peu de détourner l'attention des Américains des problèmes domestiques qui arrivent maintenant. C'est-à-dire qu'il a moins besoin de parler de ce qui se passe à Minneapolis quand il parle d'Iran. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Et il y a peut-être aussi effectivement un facteur plus de politique intérieure. Peut-être en ligne de mire, on sait qu'il y a les midterms qui vont être très importantes, qui arrivent. Et alors là, j'allais dire, à contrario, qu'est-ce qu'il va faire en Iran, sachant qu'on le voit bien, et c'était au cœur de ses discours et de sa stratégie de défense et de sécurité intérieure. On le voit bien que dans sa doctrine d'Unro, qu'il a baptisée d'Unro, tout ce qui est loin de chez lui, il le laisse aux autres. C'est-à-dire que il a compris que ses électeurs ou les Américains étaient échaudés par les expériences de l'Irak, les expériences de l'Afghanistan. Ça, c'est aussi Frédéric Hoffman. Est-ce que Mais les faits sont un peu différents de ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veut arrêter les guerres et c'est un peu ce qu'on voit maintenant qu'il commence les guerres. On a vu Venezuela, on a vu le danger qu'il a mis sur le Groenland et on voit ce que se passe maintenant en Iran. On voit des conflits partout qui sont créés partout et je ne suis pas sûre si avec son électorat ça marche si bien. Comme il a dit, il veut apaiser, il veut se reconcentrer sur les États-Unis et maintenant on voit des États-Unis qui sont actifs dans plusieurs parts du monde, dans leur propre continent, l'Amérique du Sud, l'Iran, partout. Et je ne sais pas si c'est la stratégie de un peu dire on va regarder à l'étranger et ignorer un peu ce que se passe dans mon propre pays, si ça marche très bien, parce que quand même, il a dit quelque chose d'autre que pendant la campagne et pendant la première année qu'il était en pouvoir. Oui, et surtout que si on garde les midterms en ligne de mire, Donald Trump, lui, son obsession qui guide aussi sa politique et sa politique économique, c'est America First et le pouvoir d'achat des Américains. Mais on ne voit pas que ça marche. Alors, on voit exactement que ça ne marche pas. Et ce qu'on voit maintenant avec les taux de douane, les droits de douane qu'on a vécu les dernières semaines, ce sont des effets vraiment sur la population américaine, que le pouvoir d'achat, ça ne monte pas. Et ce qu'on voit maintenant avec le dollar, qu'il fait un peu la politique avec le dollar, c'est un danger de tout le monde, même s'il essaie de cacher un peu ses problèmes de l'intérieur. Mais c'est un problème qui est maintenant partout dans le monde. Ce qui relie d'ailleurs un autre dossier qui nous intéresse aujourd'hui, puisque au moment où il y a toute sa flotte qui est au large de l'Iran, qui s'apprête à frapper ou pas, mais qui en tout cas menace très sérieusement le régime des Mollahs, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Donald Trump qui annonce la nomination du futur gouverneur de la Fed. On connaît son nom, il s'appelle Kevin Warsh. Kevin Warsh, j'imagine que voilà, vous êtes la chef du bureau du Nikkei, des quotidiens financiers les plus lus au monde. Comment est-ce que vous voyez cette nomination de Kevin Warsh? Donc c'est quelqu'un qui est considéré comme très faucon, donc je pense que c'était un bon choix pour la stabilisation du marché américain.
oui, et puis et aussi sûrement pour le marché japonais qui est très lié au marché américain. D'accord. Faucon, ça veut dire quoi, Faucon, par rapport à la politique monétaire à la politique qu'il peut guider à la tête de la Fed? Donc on espère que c'est pas quelqu'un qui va facilement baisser les taux suivant la pression du président américain. Et je pense que c'est ça que tout le monde craignait à voir. Et ça, c'est plutôt une surprise, hein, Ana Navarro, parce que depuis que Donald Trump s'est fait élire début janvier, une des grandes craintes des investisseurs et des marchés a été qu'il envoie un signal qu'on ait d'un coup une Fed pieds et mains liés à une politique économique très hasardeuse de la Maison-Blanche. C'était ça la grande crainte des marchés. D'abord, il faudra attendre et voir comment les choses vont se goupiller quand il sera aux commandes en manette. Il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Deuxièmement, il va avoir un gros morceau sur la table à gérer. Parce que le gros problème des États-Unis en ce moment, qui est très caché, on n'en parle pas, c'est la dévaluation de facto du dollar. Dévaluation par rapport à d'autres monnaies, mais dépréciation de la monnaie reine du monde par plusieurs facteurs. Vous pouvez la comparer au prix de l'or et de l'argent qui montent en flèche au fur et à mesure que le dollar baisse. Vous avez pu voir les Européens qui, en représailles au tarif de Donald Trump, ont commencé à vendre une partie des bons du Trésor, ce qui a plombé le dollar, mais la Chine en vend par charrette maintenant, ces bons du Trésor sur le marché secondaire. D'autres détenteurs des bons du Trésor américains commencent à les vendre aussi, donc ça n'indique rien de bon pour l'avenir de cette monnaie. Les BRICS s'apprêtent à lancer en fin d'année les bases d'une monnaie liée quelque part à l'or, pas sur les talons or, mais liée quelque part à la valeur de l'or. Et ça peut intéresser beaucoup de pays dans le monde pour le commerce. On commence à commercer. On commence à avoir un ordre alternatif mené par Xi Jinping aussi, qui essaye de s'affranchir du dollar de plus en plus. On s'affranchit en échangeant, en achetant des biens, etc., en d'autres monnaies, notamment en monnaie chinoise. Et donc, le dollar, le gros problème, c'est la crise monétaire qui va frapper les États-Unis. Et effectivement, la Fed va être à la tête en première ligne. On suppose que Bessent, qui est le secrétaire d'État au Trésor, a eu son mot à dire dans cette affaire parce qu'il sait très bien ce qui va arriver. Je ne vais pas revenir sur l'Iran où les États-Unis ont justement joué contre l'Iran récemment en faisant baisser la valeur de la monnaie iranienne. Donc ils savent très bien ce qui est en train de se passer et c'est vraiment cette perte du pouvoir d'achat du dollar. Sa dépréciation que Donald Trump adore parce que c'est bon pour les exportations et c'est bon pour la dette américaine aussi, mais elle va avoir d'autres conséquences. Le dollar, l'hégémon américain dépend du dollar et de sa toute puissance. Si cette puissance tombe, les États-Unis sont dans une situation très délicate. Frédéric Hoffman, un faucon à la tête de la Fed, c'est quand même plutôt rassurant par rapport aux autres options qui... Je pense qu'on a appris l'année dernière que avoir d'espoir toujours quand il y a des décisions comme ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut être rationnel parce qu'on a vu, il y avait des promesses de Donald Trump, il y avait des grandes annonces et à la fin, ça s'est passé un peu autrement. Et je pense Il faut toujours avoir en tête que... Non mais vous avez raison, il faut remettre l'église au centre du village. C'est quand même Donald Trump ne jurait que par Jérôme Powell il n'y a pas si longtemps que ça, avant que ça devienne son ennemi juré. Hein. Et nous avons un président qui met beaucoup de pression sur le chef de la Fed et je ne crois pas que ça va changer maintenant avec une autre personne à la tête de l'institution. Et Powell était quelqu'un qui a bien résisté. Maintenant, est-ce qu'il va résister aussi? Et ce que se joue en ce moment, c'est, je crois, la crédibilité des États-Unis et du dollar aussi. Alors, c'est vraiment une phase cruciale. Et de dire, ah oui, maintenant, c'est des bonnes nouvelles. Je suis assez prudente parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et le monde et aussi le monde monétaire est dans une situation assez fragile, beaucoup plus fragile qu'il y a un an. Alors on commence dans une phase assez dangereuse et alors je ne sais pas si tout va se bien passer. Vous parliez des obligations américaines que détenaient notamment les investisseurs étrangers. Est-ce que là finalement l'Europe ne tient pas l'arme ultime contre Donald Trump avec ses obligations américaines? C'est bien d'avoir peut-être encore... Ça nous rassure de se le dire. Ça nous rassure de se le dire. Peut-être ça c'est une bonne chose. Mais peut-être c'est un signe de faiblesse, pardon.
Peut-être c'est aussi bien de garder un peu la tête froide et de avoir encore des options dans la main, mais être aussi les plus raisonnables peut-être dans cette équation. Et si nous avons un président qui change toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ses opinions, c'est peut-être bien de regarder un peu, de prendre le souffle et décider tranquillement. Et oui, si on a des options, c'est pas mal. Mais quand je dis ça, j'ai aussi en tête, je crois me rappeler, en avril dernier, quand on était vraiment au climax de la guerre commerciale, notamment de Donald Trump face à la Chine, la seule chose qu'il a fait reculer au mois d'avril, ça a été la tension sur le taux à 10 ans, sur les obligations américaines. Et ce qu'on a appris après coup, Madoka Kitamatsu, c'était que le Japon avait vendu pas mal d'obligations. Mais alors, je crois que c'était des ventes assez, automatiques, hein. C'était pas politique. Mais... Alors, c'est un point sur lequel j'ai eu beaucoup de discussions avec mes collègues la semaine dernière. Est-ce que ce sera une arme pour les pays européens de vendre les obligations américaines? Et je pense que la conclusion, non, pas vraiment. Parce que la vraie question, qu'est-ce qu'on va investir au lieu des obligations américaines? Il n'y a aucun bien qui est aussi liquide et qui peut être vraiment central des investissements. Donc, c'est... En ce moment, dans le Bund allemand, de remplacer les obligations allemandes. Il y a beaucoup d'obligations françaises. C'est le grand retour de l'Allemagne sur les marchés cette année, je vous rappelle. D'accord. Je veux profiter aussi de votre présence, Madoka, parce que je crois que vous avez passé, vous étiez à Davos la semaine dernière, hein, c'est ça, oui. Donc vous avez entendu un peu les messages de tous ces puissants qui étaient là toute la semaine. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce que vous retenez justement dans ce climat géopolitique hallucinant? C'est quoi allez, si vous devez retenir 2 grandes leçons de Davos, messages entendus là-bas. C'est un point que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, cet écart entre l'optimisme du marché et la technologie et cette crise géopolitique qui ne finit pas. Il y avait vraiment 2 discussions, j'ai senti qu'ils étaient complètement séparés, qui ne se considéraient pas les uns les autres. Et puis, deuxième point, j'ai beaucoup entendu des participants qui venaient d'Ukraine, de la Bélarus, qui faisaient de ceci de rester prioritaires. Parce qu'il y a tellement de crises qui se passent dans le monde qu'ils ont le sentiment d'être oubliés. Ils essayaient de rester sur la table parce que sinon, les gens n'y pensent plus. C'est ça. Ils n'y pensent plus à cause, à cause du tempo et du bruit imposé par Donald Trump et son, encore une fois, une armada, parce qu'il est venu avec une armada à Davos aussi. Par exemple, apparemment, pendant le discours de Zelensky, il y avait des sièges qui vides. C'était pas rempli la salle. Donc on sent qu'il y a vraiment beaucoup de différences de l'ambiance comparé à quand il était venu il y a 1 an, 2 ans à Davos, où il y avait beaucoup plus d'attention à ce qu'il allait dire. Ça, c'est le risque, hein, Anna, par rapport à cette guerre en Ukraine, que d'un coup, les attentions se focalisent sur d'autres régions du monde, sur d'autres risques géopolitiques, et que finalement, l'Ukraine arrive en 2e rideau. Oui, et puis il y a la réalité du terrain aussi. Ce n'est pas utile de se voiler la face. L'Ukraine est en train de perdre cette guerre sur le terrain. Tous les militaires nous le disent, nous les expliquent, peut-être pas publiquement, puisque surtout en Europe et aux États-Unis, on ne veut pas trop insister là-dessus, mais il y a une réalité du terrain. Et donc, on est en train de voir que il y a aussi une enquête très importante en Ukraine sur l'argent qui a été envoyé là-bas, sur la corruption, et une partie de cet argent qui a disparu. Et l'enquête est conduite par les Ukrainiens, pour le NABU, l'Office ukrainien de lutte contre la corruption. Donc, il y a effectivement une incapacité à voir ensemble et au même niveau tous les éléments déstabilisateurs de la géopolitique actuelle. Et il n'y a pas que l'Ukraine. La Gaza est passée au 2e plan et les gens continuent de mourir, de souffrir là-bas énormément. Oui, Gaza, on en parle du plan pour la paix de Donald Trump, il y a d'investissement immobilier plutôt, mais on a oublié la population, on a oublié les solutions pour les Gazaouis. Donc, oui, cette géopolitique, j'ai raconté à mes 2 collègues avant d'entrer dans ce plateau qu'il y a une malédiction en Chine, en chinois, et qui dit « Je vous souhaite de vivre
bien maudire quelqu'un, je souhaite de vivre l'histoire. Nous sommes en train de vivre l'histoire. Oui, effectivement, on est en train de vivre l'histoire. Frédéric Hoffmann, idem, ce sujet ukrainien, est-ce qu'en Allemagne, c'est un sujet qui alors je n'arrive pas en second plan, mais est-ce qu'on parle un petit peu moins du dossier ukrainien en Allemagne? Je pense que la semaine dernière, on a tout parlé de ce que s'est passé au Davos, parce que... Vous y étiez aussi? Non, moi, j'ai couvert d'ici, j'ai reporté le discours de Macron, mais d'ici. Ouais. Alors, mais bien sûr, j'étais mercredi soir, j'étais devant la télé, j'ai travaillé aussi. C'était vraiment la folie qui s'est passée. Et peut-être le discours de Zelensky, il avait un peu plus d'attentivité en Allemagne que d'ailleurs, parce que quand même, on voit en Allemagne qu'on est plus proche de l'Ukraine géographiquement qu'en France, par exemple. Et ça, on voit quand même une attentivité, mais bien sûr, dans ce contexte... Je crois qu'en Allemagne, il y a aussi la fameuse guerre hybride que mènent les Russes en Europe, etc., qui est un peu plus souterraine. L'Allemagne est beaucoup plus en ligne de front que nous en France ou que vous au Portugal, encore plus sur cette guerre hybride qui touche parfois même des sites physiques chaque semaine. Oui, bien sûr, on voit beaucoup. Je pense en France, il y a aussi des choses qui se passent, mais les militaires sont un peu plus prudents, ceux qui le disent ou ceux qui ne le disent pas. Mais mais bien sûr, quand on voit que le destin de l'Ukraine dépend aussi de comment les États-Unis se passent, c'est directement lié, même si Trump parle des autres choses. Mais bien sûr, si pour les Allemands, pour les Français, pour toute la coalition des volontaires, c'est extrêmement important. Si les États-Unis s'engagent aussi dans une possible paix en Ukraine et aussi les pourparlers de paix, ils ont continué la semaine prochaine et franchement, on n'a pas beaucoup entendu ce que s'est passé, même si peut-être Poutine, il est d'accord avec une semaine de cessez-le-feu, mais en vrai, c'est difficile. On a pu lire, d'ailleurs pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, on a pu lire dans un document très important publié le week-end dernier par le Pentagone, qui était la revue de défense des États-Unis, donc politique de défense à l'extérieur. Ils écrivent bien noir sur blanc que, alors j'allais dire ça diplomatiquement, ils disent bien, l'Europe, on estime qu'ils sont assez forts pour gérer eux-mêmes le problème ukrainien. Nous, on va se concentrer dans l'Indo-Pacifique. Donc en fait, on a quand même ce message il faut se débrouiller sans les Américains maintenant, Madoka. Oui. Alors je pense que vraiment le plus grand souci, à ce que j'ai entendu quelqu'un dire ce mois, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un double risque, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui se passe en Ukraine ou en Europe, et aussi quelque chose qui se passe dans les détroit de Taïwan en même temps. Est-ce que les États-Unis auraient les ressources pour aider les deux? Et est-ce que le pays sera motivé d'aider les deux? Je pense que c'est vraiment la grande question, que c'est un défi commun pour les Européens et pour les Japonais aussi. Et vous soulevez là aussi un nouvel effet majeur qu'on est en train de vivre et que formalisait notre ancien chef d'état-major Thierry Burkhardt, qui parlait d'un effet cliquet, qu'il faut prendre en compte qu'aujourd'hui les crises ne se succèdent pas, elles s'empilent. Et quand elles s'empilent, il n'y a plus de retour en arrière, il faut gérer l'empilement des crises. Vous avez raison, c'est peut-être ça qui nous fait revoir notre ordre de priorité. On va marquer une courte pause, restez avec nous et on va continuer de parler de souveraineté et de préférence européenne. Tiens, à tout de suite. Les experts sans frontières sur BFM Business. Salut Ida, joue ma musique. Vous avez besoin d'une bonne dose de rock. Alex? Ouais, c'était cool. T'as assuré. Merci. En ce moment, le nouveau T-Roc est à partir de 229 € par mois. Organiser son voyage d'affaires n'est pas toujours évident. Avec les outils Selector Affaires, toute l'organisation est centralisée et chaque étape anticipée. Pour faire de chacune de vos missions une expérience qui dépasse les réunions et vous permette d'être à 100% au bon moment, au bon endroit, prête à repartir dès le lendemain et vers vos prochains objectifs. Selector Affaires, confiez-nous vos déplacements professionnels. BFM Business, le média référent de l'actualité économique. BFM Business, premier sur l'écho.
c'est votre rendez-vous avec Emirates. Avec Emirates, voyagez mieux. Présente les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, autour de moi, Madoka Kitamatsu, chef du bureau du Nikkei à Paris et à Genève, Friedrich Hoffmann, correspondante en France de l'Handelsblatt, et puis Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France. J'aimerais qu'on parle maintenant de souveraineté européenne. La souveraineté, c'est quand même à l'heure des grands empires. Alors ça fait très pompeux de dire ça, mais en même temps, avec ce qui se passe en ce moment, avec l'émergence de l'axe autour de Xi Jinping d'un côté et de l'hémisphère occidental que veut sécuriser Donald Trump, voilà, il y a une accélération forcée en Europe, et cette question de la souveraineté et de la préférence qui ressurgit, j'aimerais vous faire écouter. Alors là, c'est dans le domaine de l'Europe spatiale. C'était Philippe Baptiste, le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui répondait à Jean-Baptiste Huet. C'était aujourd'hui sur BFM Business. Écoutez-le. Il me semble qu'on est peut-être un peu trop timide. Il faut dire les choses de manière plus claire et plus cash. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun continent en dehors de l'Europe où on se pose la question de savoir si on va aller acheter des composants spatiaux en dehors du continent en question. Enfin, il n'y a qu'en Europe où on a notre... voilà, il est temps de changer notre logiciel. Aujourd'hui, la préférence européenne, il faut la penser, il faut la vivre chaque jour, chaque minute. C'est ça notre avenir, et c'est ça notre plus grand risque si on ne le fait pas. C'est vraiment notre risque, c'est de perdre notre industrie et derrière de perdre notre autonomie. C'est vrai pour le spatial, c'est vrai pour tous les sujets. Voilà, c'était Philippe Baptiste, le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui répondait à Jean-Baptiste Huet et Michel Cabirol dans Air et Défense. C'est la nouvelle émission de BFM Business dédiée à l'aéronautique et au spatial tous les vendredis. Anna Navarro, quand vous entendez notre ministre de l'Enseignement supérieur lancer ce cri d'alarme, on se dit que l'Europe, elle est encore beaucoup trop timide ou timorée par rapport aux autres empires qui se dessinent sous nos yeux. Déjà, si les dirigeants européens, parce que je n'aime pas dire l'Europe, trouvaient une colonne vertébrale géopolitique face aux États-Unis et face à d'autres, ce serait pas plus mal. Parce que jusqu'à présent, on donne une image absolument déplorable face aux États-Unis de Trump. Il y a une photo qui le résume bien, toute cette brochette de dirigeants européens au bureau ovale face à Donald Trump, tout seul, comme maître d'école, en train de rabrouer les élèves un peu en retard. Donc, il faudra... ensuite, il y a la question de la souveraineté. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté européenne? Est-ce que ce n'est pas antinomique? L'Europe n'existe pas, l'Union européenne n'existe pas comme une entité unique. C'est un ensemble, c'est même pas une fédération, c'est un ensemble de nations. Est-ce qu'on peut parler des deux? Je vous rappelle qu'en 2020, Emmanuel Macron, au moment du Covid, disait... C'est une folie de déléguer à d'autres notre protection, notre sécurité alimentaire. Il faut travailler pour la souveraineté de la France et de l'Union européenne. Et à ce moment-là, les Français, beaucoup de commentateurs français, avec l'esprit français, très ironique, avaient parlé d'une obscure clarté. Aujourd'hui, on en est. Ça, c'est le en même temps, c'est une traduction du en même temps. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans l'urgence. Effectivement, on a vécu, c'est la cigale et la fourmi. On a vécu comme la cigale pendant de nombreuses années depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, il faut trouver quelque chose comme j'ai toujours défendu l'idée d'une défense européenne, tout en sachant, je le concède à tous les spécialistes européens, les difficultés, qui commandent, comment, quel matériel on va utiliser. Si c'est pour utiliser le matériel américain, c'est même pas la peine de commencer. Commencer par avoir un pôle de défense au sein de l'OTAN, pourquoi pas une politique des petits pas, ça va pas venir demain. Il va prendre du temps avant qu'on puisse y arriver. Deuxièmement, votre ministre parlait de l'industrie. Qui pouvait partir. Il parlait de son secteur, donc il parlait aussi du spatial, du secteur qui était en question dans cet entretien. Mais l'industrie européenne est partie ailleurs. Même l'Allemagne se trouve, le pays le plus industrialisé avec l'Italie en Europe, se trouve dans une situation plutôt difficile aujourd'hui. Et donc, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons retrousser vraiment les manches et
je maintiens, il faudra trouver des gens qui finalement aient une vraie colonne vertébrale et qui aient une vraie position d'autorité face au reste du monde. Frédéric Hoffmann, je ne sais pas si vous avez suivi cette polémique en France allumée depuis avant-hier autour de la vente justement d'une start-up du spatial LMB à un groupe américain. Il se trouve que cette start-up fabrique notamment, entre autres, des ventilateurs de refroidissement pour les Rafales ou des sous-marins nucléaires. Oui, j'ai bien suivi ça. Je voulais juste dire, j'ai l'impression quand même qu'en Europe, les choses bougent un peu. Et là, on peut dire merci à M. Trump qu'il a réussi de un peu unir les pays européens. Et ce qu'on voit, par exemple, en Allemagne en ce moment, que la question de préférence européenne, de souveraineté européenne, où les Allemands, qui étaient toujours un peu entre les États-Unis, les Européens, toujours essayer de trouver un chemin au milieu, ça change vraiment en ce moment. Et par exemple, Friedrich Merz, qui a la transatlantique dans son ADN, parce il était chef de Atlantic Brücke, qui est une association allemande-américaine. Même lui, il est maintenant à ce point de dire « Ok, il faut renforcer l'Europe, il faut faire des choses ensemble », même si on voit des exemples comme le SCAF, le chasse d'avion franco-allemand, qui est en train de... Il y a des dernières informations de presse qui nous disent qu'il serait quand même tenté d'aller investir dans d'autres projets. Donc là, c'est quand même... voilà. Alors ça sont les points négatifs où on voit, ok, ça ne marche pas encore dans vraiment l'approche quotidienne, mais j'ai l'impression, et particulièrement la semaine dernière, ça a changé un peu. Et à Davos, je ne sais pas comment tu as vécu ça, que les leaders à Davos, quand même, ils ont dit, ok, on va faire des choses ensemble. Et peut-être pas que l'Europe, mais aussi des autres formations qui sont en train de s'y réunir avec... le Canada, avec des autres pays moyens, et là, des nouvelles formations qui sont en train de se former. Vous avez senti ça, Madoka, à Davos? Alors, quand vous dites les pays moyens, l'Alliance des puissances moyennes, c'était le discours du Premier ministre canadien, Mark Carney, qui lançait ce grand appel. Vous avez senti au niveau... industriel, effectivement, cette idée de nouer des alliances stratégiques face à Trump? Alors, j'ai senti que les Européens, effectivement, ils étaient... je sentais qu'il y avait vraiment un sentiment de se tenir ensemble contre les États-Unis. Après, avec les autres pays hors d'Europe, j'ai l'impression que peut-être pas trop encore, parce que chaque pays est un peu trop préoccupé à faire face à ce qu'il dit président Trump. Et je pense que c'est un peu compliqué d'essayer de renouer des liens avec les autres pays en même temps. Donc, il faudrait attendre un petit peu plus. Et puis, pour la préférence européenne, je comprends ce que le ministre a dit, parce que le spatial, c'est une domaine, on parle un peu moins que la défense, mais là aussi, il y a beaucoup d'investissements. Maintenant, j'étais au conseil ministériel de l'ESA. L'an dernier, en automne, où ils ont réussi à avoir un budget de record par des États membres. Donc ça, ce sera sûrement mieux pour l'économie européenne s'ils achetaient de préférence des produits européens. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier d'envoyer des messages aux pays amicaux comme le Japon, de dire que voilà, on a une préférence européenne, mais on s'intéresse aussi à vos produits. Parce que c'est réciproque que les industries de défense spatiale, ils exportent aussi aux autres pays. Donc, et vous avez suivi cette semaine cette vente justement d'une start-up française dans le spatial à un fonds américain, parce que ça fait vraiment une polémique en France. Bon, alors, est-ce que c'est peut-être beaucoup de bruit pour rien? Parce qu'on Anna, non, c'est pas beaucoup de bruit, parce que dans le même jour, on apprend aujourd'hui qu'il y a quand même Bercy qui active le décret Montebourg pour protéger les intérêts stratégiques, pour éviter la vente d'un actif de Telsat à un fonds suédois. Voilà, donc on a quand même on a un tamis sur les protections stratégiques qui est plus actif qu'avant. Non, mais attendez, c'est avant qui avait commencé, c'est pas après. Je lis dans vos yeux que vous me trouvez trop naïf. C'est bien avant qui avait commencé. Ça ne manquait pas. Il y a un problème en France avec les entreprises en règle générale, je le connais de près ce problème, c'est que les banques ne suivent pas les entreprises. C'est une entreprise cruciale, aucune banque ne suivait. Bercy aurait dû intervenir avant pour les intérêts stratégiques de la France. Moi, je me souviens d'une période où, quand quelque chose, par exemple, de ce genre s'est passé, que vous appeliez la rédaction à Lisbonne en disant voilà ce qui se passe, et disaient oh non, mais la France va protéger. On savait
persuadés que la France allait la protéger. C'est fini. Je pense qu'il y a eu de Regardons de l'extérieur sans avoir toutes les informations de l'intérieur, donc je mets ce bémol, il semble qu'il y a eu beaucoup d'incompétence et beaucoup surtout de négligence. C'est avant qu'on aurait... Ok, c'est beaucoup d'argent, c'est plus d'un quart de million de milliards, c'est plus 300 et quelques millions qui ont manqué. Eh bien, quand même, au niveau industriel, ça se trouve. Surtout si Bercy est un peu à la manœuvre, et c'est là déjà un cadre, la fameuse Tamis Montebourg dont vous parliez, pour protéger les intérêts stratégiques de la France. Donc il y a quelque chose là d'extraordinaire. D'un côté, on parle, for sure, de la souveraineté de la France, et de l'autre côté, on laisse passer ça. Et on ne comprend pas, on voit ça de l'extérieur, on est en Europe, et on se dit, mais c'est quoi ? Comment on se défend dans des conditions pareilles? For sure, là, c'était une petite surprise que je veux garder pour tout à l'heure. Vous allez voir, Frédéric, vous allez voir. Je vais vous faire voir quelque chose tout à l'heure sur For sure. Bon, en tout cas, j'aimerais comprendre comment l'Europe peut continuer à résister face à Trump, notamment en faisant du business. Et on voit que l'Europe, elle essaye là en urgence de nouer des nouveaux partenariats, des accords avec la Chine et aussi avec l'Inde. Écoutez, mardi dernier, Ursula von der Leyen qui se félicitait d'avoir signé l'accord ultime entre l'Inde et l'Europe. Écoutez-la. We did it. We delivered the mother of all deals. Nous avons réussi, nous avons conclu l'accord ultime, créer un marché de 2 milliards de personnes avec 2 géants, les 2e et 4e économies mondiales, 2 géants qui ont choisi un accord gagnant-gagnant, un message fort qui montre que la coopération est la meilleure réponse aux défis mondiaux. Cet accord commercial va renforcer notre puissance industrielle commune et réduire jusqu'à 4 milliards d'euros de droits de douane annuels pour les produits européens. Bon, avec l'Inde, elle parle carrément de la mère de tous les deals. Bon, Frédéric Hoffmann, est-ce que vous y croyez un petit peu? Enfin, vous pensez que l'Europe a les ressources pour faire pivoter des grands marchés vers d'autres et pour essayer de sécuriser ces flux commerciaux, de nouveaux flux commerciaux? Je ne suis pas grand fan de dire l'Europe n'a pas de puissance en termes de commerce. L'Europe a 450 millions des gens. C'est énorme, c'est énorme. Si on réalise qu'on a un pouvoir commercial énorme, on a du pouvoir dans ce monde. Peut-être c'est le premier pas où on arrive, et de faire ce traité de libre-échange avec l'Inde, je pense que c'est complètement... Première population au monde, marché de 500 millions en Europe. C'est complètement logique de se diversifier. Personne voudrait dans son compte de banque mettre juste des actions d'une entreprise. Alors c'est très très intelligent de penser à l'Inde, de penser aux autres régions du monde, peut-être aussi le Mercosur, même si en France c'était un peu moins bien vu que dans les autres pays européens, mais c'est très bien pour l'Europe de s'éloigner un peu de ce marché aux États-Unis, où on était encore très dépendante, et de voir en Inde, on a peut-être des échanges qui augmentent. Je pense que c'est une très bonne chose. Un autre point sur lequel je voulais vous entendre aussi, Frédéric, c'était sur le rapprochement qu'on voit en Europe en ce moment entre l'Allemagne et l'Italie. Le 12 février, Giorgia Meloni et le chancelier Merz vont présenter je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça, une feuille de route, ou une feuille de route avec des idées pour relancer l'Europe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Italie et l'Allemagne, c'est un peu le nouveau moteur? Ça a l'air un peu innaturel, parce que on venait parler de couple franco-allemand. Arrêtez, je me suis déjà fait engueuler sur ce plateau par Anna quand j'ai parlé de couple franco-allemand. Elle m'a renvoyé dans mes cordes. Je crois qu'il n'y a que les Français qui parlent de couple. Donc je fais attention à ne plus le dire. Mais quand même, les liens entre la France et l'Allemagne sont quand même très très forts. Je ne voudrais pas dire que c'est une contradiction. Le plan qu'ils ont présenté, c'était déjà... envisagé depuis plusieurs années. Alors, je pense l'Allemagne voit aussi un peu ce que se passe autrement qu'en France, parce que aussi on voit que la France est un partenaire un peu moins fiable. La situation financière de la France, ça met en Allemagne quand même de doute combien de marge de manœuvre sera là jusqu'à les élections, aussi après, qui va être élu, et bien sûr le facteur que Emmanuel Macron est à la fin de son mandat, même si
entre Merz et Macron, ça marchait très bien. On se demande qui sera la prochaine présidente. Et alors, bien sûr, on cherche aussi un peu des autres amis, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins amis avec la France qu'avant. Et Madoka Kitamatsu, comment vous voyez ce rapprochement Allemagne-Italie? Alors, je préfère plutôt vous poser les questions parce que j'imagine qu'à Tokyo, on doit vous demander qu'est-ce qu'on attend le 12 février. C'est très intéressant de voir à quel point c'est un sujet éternel, la relation entre l'Allemagne et la France, parce qu'en réalité, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes les deux grands moteurs de l'Europe. Donc, il faut s'aligner, surtout en ce moment-là. Et c'est très intéressant de voir que, en fait, c'est pas toujours le cas. Il y a toujours des petits problèmes où vous n'arrêtez pas de poser des questions sur les rapports entre les deux pays. D'accord. Ouais, non, mais c'est intéressant. Vous trouvez ça étrange et c'est intéressant. Et vous avez raison. J'aimerais terminer sur un sujet peut-être qui peut paraître un peu plus léger, mais qui est important. C'est un sujet de communication politique, puisqu'on voit que sur les réseaux sociaux, il est maintenant impossible de passer à côté du fameux for sure d'Emmanuel Macron. C'était cette petite phrase prononcée par le président justement à Davos mardi dernier. C'est devenu totalement viral. Des millions d'internautes la reprennent, souvent pour le parodier dans le monde entier. Mais ça devient très sérieux, même institutionnel, même politique. J'aimerais que vous regardiez le gouvernement allemand, ça vient du ministère des Affaires étrangères allemand, qui repostait une vidéo autour de for sure. Regardez. Competitiveness, for sure. Defense of freedom, for sure. Security, for sure. A rule of law, for sure. Justice, peace, respect, for sure. Europe must stand together, for sure. Bon là, même si le ministère des Affaires étrangères allemand reposte ces vidéos, c'est que c'est devenu le slogan politique de l'année, là, Frédéric. Oui, bien sûr, c'était un coup de marketing génial. Il faut dire, le for show, c'est arrivé en Allemagne un peu plus tard qu'en France. Je trouvais ça intéressant qu'en France, c'était déjà la semaine dernière. En Allemagne, c'est arrivé le week-end et même dans le Handelsblatt, j'ai écrit un article sur le for show. Oui, parce que je trouvais aussi intéressant. Mais qu'est-ce que vous leur avez raconté? Oui, j'ai un peu les questions virales. Même à Montpellier, il y avait un DJ qui a fait une tube sur le discours de Trump, de Davos, de Macron, oui. De Davos. Je trouvais ça très intéressant. Mais pourquoi j'ai écrit l'article, qu'on voit les sondages, ça a aidé Macron énormément. Il y avait le grand baromètre de l'IFOP et en une semaine, les chiffres de la popularité ont augmenté à 6 points. Alors c'est quand même intéressant comment ça marche pour Macron, qui était en vrai très en bas, mais au moins ça a aidé un peu de sa popularité. Alors vous dites que c'est un coup génial, mais vous, Anna Navarro, comment vous voyez ça? Parce qu'en même temps, je veux dire, c'est une viralité qui a dépassé l'Élysée, non? Et ensuite, disons qu'ils ont réussi peut-être à surfer sur la vague, mais ils ont réussi à surfer, ils n'ont pas initié la chose. Non, mais au départ, c'était le ridicule, qui heureusement ne tue toujours pas. Mais après, c'est devenu tellement viral que quelque part, ça a bénéficié Macron, parce qu'on ne s'interroge pas trop sur ce qu'il y a derrière cette prestation du président. Vous savez, je ne sais pas si j'ai le droit de dire une marque américaine. Allez-y. Nike, le lendemain, avait dans les magasins des t-shirts floqués avec l'image de Macron avec ses lunettes bleues et Nike for sure écrit dessus. Donc immédiatement, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a un petit peu lancé, mais c'est quand même, il y a un moment où il faut faire attention à la communication. Là, il y a un coup de peau pour l'Élysée et puis Emmanuel Macron, mais c'est vraiment le destin qui a intervenu, parce que franchement, à un moment donné, il faut maîtriser sa communication quand même. Madoka Kitamatsu, est-ce que c'est encore un objet étrange que vous observez là en Europe, en politique en France, quand vous voyez cette séquence-là? Oui, for sure. Et puis les lunettes de soleil, j'étais obligée d'écrire un article sur les lunettes de soleil. Parce que vous aussi dans le Nikkei? Oui, c'était un sujet que je ne peux pas... Là, j'ai la mâchoire qui se décroche. Hein. Si même le Nikkei s'y met...
Formidable. Oui. Vous nous enverrez l'article. Il y a quelque chose à dire. D'accord. Et donc, vous avez écrit sur les lunettes, d'accord? Oui, les lunettes, oui. Oui, c'est vraiment que ça montre que la communication, c'est un point fort du gouvernement français. Je pense que le gouvernement japonais n'aurait jamais mis des lunettes pareilles à notre Premier ministre. Elle n'aurait jamais donné un discours très marquant comme ça. Mais après, est-ce que ça a un effet qui est positif dans le long terme? Je pense que ça ne va pas durer beaucoup. Enfin, oui, Anna. Dans le long terme, le côté enfantin de cette affaire ressortira forcément une fois passé all the fun, tout l'amusement qui actuellement prévaut. Et en tout cas, cette viralité, elle arrive aussi à un moment où le gouvernement, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, vote en urgence, enfin l'Assemblée nationale, une loi sur les réseaux sociaux pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous a intéressé, qui a intéressé l'Allemagne. Oui, bien sûr. Ça nous intéresse beaucoup parce que l'Allemagne est un peu en retard. On parle depuis longtemps, mais on n'arrive pas à trouver les moyens de loi et de vraiment des décisions de le faire. Alors on était très intéressés de ce que se passe en France et aussi parce qu'on a vu en Angleterre, ils ont aussi décidé ça, mais en Europe, c'est plus compliqué parce qu'il y a des lois européennes qu'il faut garder. Alors, c'est très difficile pour un pays d'introduire une loi comme ça. Et la seule chose que je me demande jusqu'à maintenant, et personne ne pouvait vraiment m'expliquer ça, comment ça sera vraiment contrôlé. Parce que même en Australie, ça envoie des applis qui arrivent à... C'est les premiers, les Australiens, je crois, oui, à avoir et là, on voit, il y a maintenant des applis qui en arrivent de un peu arriver quand même sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est, je pense, avec tout ce projet de loi, une chose qui n'est pas encore très bien clarifiée, comment on évite vraiment les jeunes pour accéder aux réseaux sociaux. C'est un sujet aussi au Japon ou pas, Madoka Kitamatsu, le fait d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents jusqu'à un certain âge? Oui, donc oui, il y a 2 points, je pense, à éclairer. Donc, premièrement, c'est vrai que c'est nécessaire de contrôler à un certain point l'accès aux enfants. Et puis aussi, on trouve que, en fait, c'est une très bonne arme que l'Europe a découvert pour contrôler les réseaux sociaux, les grandes entreprises de technologie américaines, parce que c'est difficile de dire autrement que, de ne pas être d'accord quand on dit qu'il faut protéger des enfants. Et je pense que ça, donc c'est une discussion que les pays européens voudraient développer de plus. Allez, on va terminer les experts sans frontières comme chaque semaine avec votre carte blanche, vos cartes blanches. C'est un article que vous avez chacune choisi dans vos pays respectifs. On commence avec vous, Frédéric Hoffmann. C'est un article que vous avez choisi autour de la vision de Merz d'une Europe souveraine. Oui, Merz, il a eu sa déclaration politique étrangère cette semaine dans le Bundestag. C'est un article de mes confrères et consoeurs de Handelsblatt. Et ce que je trouvais intéressant, que ça montre un peu comment la position de l'Allemagne a changé. Alors la souveraineté européenne, on vient d'en parler, mais on voit même que Merz peut penser à discuter avec la France sur la dissuasion nucléaire, une chose qui était impensable en Allemagne avant Merz, où ses prédécesseurs ont dit non, c'est pas une option pour nous, mais Merz, il est maintenant à ce moment-là d'être vraiment prêt à discuter comment on pourrait peut-être travailler ensemble, mais aussi la préférence européenne qui n'était pas encore un sujet avant qui développe de plus en plus, que même l'Allemagne est prête de s'approcher un peu. On sent bien qu'il y a une ambiance chez vous en Allemagne. Je ne sais plus, il y a un ministre important régalien de votre gouvernement qui disait cette phrase assez choc la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il disait: le lien transatlantique se dissout. Et ça a été très commenté. J'imagine que c'est sur cette vague-là que surfe aussi en ce moment Frédéric. Oui, mais je pense en Allemagne, on a encore longtemps pensé ou peut-être rêvé qu'on va réussir de recréer les liens avec les États-Unis. On réalise maintenant que ce n'est pas possible. Et peut-être c'est aussi une bonne chose de réaliser, OK, on va faire notre propre chose. La fin d'une illusion peut-être. Madoka Kitamatsu, vous avez choisi un article du Nikkei sur la valeur du yen, je crois. Alors, donc, on a beaucoup parlé de dévaluation du dollar ce soir, mais la dévaluation du yen est encore plus grave. Et là, donc, on a vu une intervention américaine
ce qu'on dit rate check, donc ils ont juste demandé aux banques le niveau du yen et dollar, et qui a vraiment fait réagir le marché. Et je ne sais pas si on voit... Et cette intervention américaine, pourquoi, on sait pourquoi ils sont intervenus? Alors, on dit que c'est sûrement parce que le bouleversement du marché japonais a aussi bouleversé un peu le marché d'obligations américain. Ils étaient obligés d'intervenir un petit peu. Écoutez, un article sur ce coup de fièvre du yen à retrouver dans le Nikkei. Anna, on termine avec vous. Anna Navarro, un article du journal Sol sur cette dramatique tempête qui a ravagé une partie du Portugal. Oui, d'ailleurs, du nord au sud, le pays est dévasté. Il y a des villes entières où il n'y a pas une seule maison qui n'ait pas souffert. Et gravement, il y a des structures publiques, stades, jardins, qui sont complètement dévastés. On n'a pas encore chiffré les conséquences. Mais le nombre de sinistrés, vous m'en parliez avant de rentrer sur le plateau. Il y a 6 morts, plusieurs blessés et 6 décès. Et plus d'un million de sinistrés, je crois. De sinistrés, de gens touchés par la tempête. Il y en a plus d'un million. Mais il y a presque 1 million de personnes qui, à un moment donné, je ne sais pas si ça a été rétabli un petit peu, mais 1 million sans électricité. Beaucoup sans téléphone en plus. C'était une tempête d'une violence inouïe. Et peu de jours avant, il y avait eu 2 autres tempêtes successives. Celle-là s'appelait Christine, les autres s'appelaient Ingrid et Joseph. Ouais. Et on voit probablement, au niveau national, il y a un mécontentement énorme avec le gouvernement qui semble être complètement à l'est de ce qui se passe. L'état de catastrophe naturelle a dû être demandé par des maires pour que le gouvernement se bouge un peu. On n'a pas encore chiffré, mais on sait que ça va être des centaines de millions au minimum. Et on n'a pas le matériel nécessaire pour faire les réparations. Il va falloir importer et produire. Donc voilà, c'est les conséquences de problème écologique. Tempête dramatique et article que vous pourrez retrouver sur le journal Sol, journal portugais. Merci à vous 3 pour vos éclairages, pour votre bonne humeur, pour vos analyses. Madoka Kitamatsu, chef du bureau du Nikkei à Paris, Frédéric Hoffmann, correspondante en France du Handelsblatt, et Anna Navarro, correspondante de la presse portugaise en France. Les experts sans frontières, c'est terminé. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, for sure. Mais avant, le journal avec Stéphanie Colo, qu'on retrouve tout de suite. Les experts sans frontières sur BFM Business.